Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Élodie Brianitzler. Alors moi, je viens d'un parcours en fait scientifique à la base. J'ai une formation d'ingénieur docteur. En ayant été exposée en fait à beaucoup de sciences, de technologies innovantes, j'ai réalisé à un moment donné, pendant ma thèse, j'ai eu un déclic que le moyen d'amener tout ça à la société, en fait, c'était de le transférer à l'industrie ou de créer des entreprises. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est venu d'un désir d'impact sur le monde de cette science et technique qui m'a toujours fascinée. D'accord. Alors, donc, un déclic et puis le lancement d'Avatar Médical en collaboration avec quelqu'un. Est-ce que c'était une volonté dès le départ de t'associer avec quelqu'un ou est-ce que c'est le hasard des rencontres? Alors, de toute façon, je pense que dans toutes les histoires d'entrepreneuriat, il y a l'histoire d'une équipe qui se forme et qui se trouve et qui se dit c'est le bon moment de démarrer ce projet ensemble. Il n'y avait pas une volonté vraiment euh, particulière de moi qui cherchait à ce moment-là un projet particulièrement et qui a mobilisé une action pour trouver une société à monter. C'est plus quelque chose qui est venu hyper naturellement dans le cadre du poste que j'avais en fait à l'époque au service de valorisation et transfert de technologie de l'Institut Pasteur. Donc, j'étais responsable du portefeuille d'innovation technologique. Avatar médical, ça vient d'une des technologies qui a été développée par un laboratoire de l'Institut Pasteur en collaboration avec l'Institut Curie et qui était dans mon portefeuille. Et puis, cette technologie, elle était vraiment intéressante. Elle avait le potentiel, en termes de diversité d'applications, de permettre de créer une société. Et on a commencé à chercher quelqu'un pour porter le démarrage de cette société. Parce qu'en réalité, pour sortir les boîtes de laboratoires de recherche académique, c'est un petit peu ça toujours le maillon faible. C'est que le chercheur est en général pas la bonne personne pour être CEO de l'entreprise. Et donc, j'étais partie dans une mission de chercher un CEO pour créer cette société à partir de cette technologie. Et j'ai rencontré du coup Xavier Hortel, hein, qui est en fait maintenant mon associé, pour créer cette société et y amener la dimension business. Xavier Hortel, c'est en fait un serial entrepreneur, lui, qui est un Français basé aux États-Unis depuis 25 ans. Mais bon, reprendre tout ce projet from scratch, au début, c'était pas forcément si évident. Donc, j'ai beaucoup participé à ce transfert. Et puis, en fait, en travaillant avec lui et l'équipe, voilà, je me suis pris de passion pour ce projet et je me suis dit, non, mais en fait, vas-y, c'est le bon moment, c'est le bon moment, c'est le bon projet, il y a du potentiel. L'aspect franco-américain depuis le début était aussi hyper intéressant pour cette société. Finalement, apprendre de quelqu'un aussi de plus expérimenté dans l'entrepreneuriat, c'était aussi une super opportunité pour moi. Donc, je me suis dit, voilà, c'est le bon moment, je saute. Mais c'est quand même quelque chose qui est en moi depuis longtemps. Quand mes amis parlent de moi, et voilà, ils peuvent me dire que, en fait, déjà, pendant ma thèse, j'ai déposé 3 brevets, j'étais en train de dire pourquoi je ne vais pas créer une société, que finalement, c'était quelque chose dont je parlais depuis longtemps mais qui était peut-être pas le projet le plus opportun plutôt dans ma vie, parce que au moment où j'ai eu mes enfants, finalement, ben, on est déjà pas mal avec un full-time job et puis 2 enfants en bas âge, et c'est pas forcément le moment d'avoir l'entreprise en plus et tout le stress qui va avec. Finalement, là, avec plus d'expérience et des enfants plus grands, c'était aussi le bon moment pour se lancer, quoi. Donc, il y aurait un bon moment, où, en tous les cas, des planètes qui s'alignent et à un moment, une rencontre qui fait qu'on se dit, là, je me sens suffisamment forte et suffisamment en confiance, j'ai le bon projet, je crois en ce que ça peut apporter, puisque tu as parlé d'une société à impact, donc je crois en ce que ça peut apporter et je me lance. Alors, quand on se lance comme ça, on a souvent un certain nombre d'idées par rapport à l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a un gros apprentissage que tu as découvert comme ça en étant sur le terrain finalement, auquel tu avais pensé avant de monter la société, mais dont tu n'avais pas appréhendé l'intégralité de ce que ça allait représenter? Le plus gros apprentissage que tu as fait? Le plus gros apprentissage, je pense, il y en a plein, hein. C'est de savoir phaser les choses
sur du court terme de manière assez itérative. Mm. Et quand on est dans des structures un peu plus grosses, avec un peu plus de temps, on va parfois se laisser plus longtemps pour voir le résultat d'une action ou avoir un objectif de livrable. Quand on est après dans une start-up, on peut pas se permettre ça. On doit générer des situations où très rapidement on a du retour des clients, des prestataires, de tout le monde en fait. Avec du coup des choses qu'on peut aussi mesurer pour pas avancer complètement dans le noir. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, sur lequel j'ai vraiment progressé sur la création d'avatar médical par rapport à d'autres postes que j'ai pu faire avant. D'accord. Donc en fait, là, un test and learn qui permet une correspondance de ce que l'on propose en tant qu'entreprise à sa clientèle qui soit réellement en phase avec ses besoins et ses attentes. J'ai bien compris ce que tu nous as dit? Oui, c'est ça, mais c'est pas forcément que dans la démarche d'itération produit avec les clients. C'est finalement dans tout ce qu'on fait, quand on se pose aussi la question, est-ce que l'organisation de cette sous-équipe, ça peut marcher comme ça? C'est de tester et puis observer rapidement pour pouvoir vite rechanger si ça marche pas. Donc c'est un peu sur tous les aspects. Faut aller vite et faut ingénierer le fait de pouvoir aller vite en trouvant une manière de récupérer vite du feedback sur n'importe quelle action. Et effectivement, dans une entreprise, on parle souvent du produit ou du service qui est proposé. On va y venir juste après à la clientèle qui se trouve donc à l'extérieur de l'entreprise. Mais les équipes en interne ont besoin également d'avoir ces tests et mesures qui soient en permanence pour pouvoir améliorer son fonctionnement. Alors justement, Avatar, sa spécificité, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que voilà, Avatar médical, le nom est assez intriguant pour que je puisse me permettre de te demander ce que vous faites. Vas-y. Ouais, alors ce nom, c'est vrai il est super bien. On a mis un certain temps à en accoucher. Et ce qu'on fait effectivement, ce sont des avatars de patients à partir de leurs images médicales, leurs scanners et leurs IRM. Donc en fait, on prend ces images médicales et on crée en direct un modèle 3D qu'on peut observer en 3D sur un écran plat, mais surtout qu'on peut aussi observer en 3D avec des casques de réalité virtuelle. Donc en ayant une perception de la profondeur. Et puis en fait, en réalité, on est en train d'étendre un petit peu à n'importe quel mode d'affichage stéréoscopique où on a cette perception de la profondeur. Et en fait, cette perception de la profondeur, elle est extrêmement utile aux chirurgiens qui sont des personnes qui doivent interagir avec un corps en 3D, doivent se demander du coup comment leurs mains, en l'espace ou les instruments peuvent accéder à des choses en 3D. Et il y a quelque chose qui se passe dans le cortex visuel humain qui fait qu'une vraie représentation 3D, donc avec de la profondeur, eh ben, ça leur permet de prendre des décisions qui sont plus adaptées pour traiter les patients au bloc opératoire. Donc on est parti en fait de cette idée de démocratiser l'accès aux imageries médicales qui restent un peu trop souvent dans les mains de la radiologie et qui savent pas trop comment en fait expliquer aux autres corps médicaux. Donc une démocratisation pour qu'en fait tous les praticiens puissent comprendre ce qu'il y a dans les images médicales. Et puis il y a un bénéfice annexe qui est pas négligeable, c'est qu'en fait le patient peut aussi comprendre ce qui lui arrive si le médecin utilise ce support-là pour lui expliquer. Et franchement, tout le monde a cette expérience pour soi ou ses proches de ces petits carrés noirs et blancs de radio, de scanner, où on vous dit si, si, il y a quelque chose là, et puis vous voyez vaguement une tâche, et puis vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ce qu'on vous raconte. Quand on vous montre quelque chose en 3D, là, l'anatomie devient beaucoup plus claire, et en fait, vous avez du coup une meilleure compréhension de votre pathologie, et ça peut avoir un impact sur votre santé, en fait. Quand on est plus impliqué en tant que patient, souvent on guérit mieux. Et on a une meilleure compréhension en tous les cas et donc une acceptation du geste médical qui va être beaucoup plus facile. Alors du coup, les clients d'Avatar, ce sont plutôt des hôpitaux, des cliniques, des individuels, des patients qui ont entendu parler d'Avatar et se disent, mais moi je veux aider mon chirurgien, comment est-ce que ça se passe? Alors aujourd'hui, nos clients, c'est effectivement les hôpitaux, hein. Donc on vend un logiciel qui va être installé dans les hôpitaux et être connecté du coup à la base de données images des hôpitaux. Et du coup, on a aussi la possibilité en fait d'avoir un business model B2B qui est vers les fabricants de matériel chirurgical.
Et en fait, du coup, dans ce cadre-là, on fabrique en fait à partir de notre technologie un produit pour, par exemple, un fabricant d'implants orthopédiques ou bien de stents cardiovasculaires. On leur fait un produit pour prévoir la pose de leur matériel. Et en fait, eux distribuent ce produit du coup avec leur matériel. Donc, on a un contrat en fait signé comme ça avec une société d'implants, mais on a aussi des ventes directes vers les hôpitaux. On a aussi les universités de médecine qui achètent cette solution. Là, on a 4 clients en fait. C'est aussi un moyen très puissant pour apprendre et comprendre l'anatomie en 3D. Et oui, forcément. Effectivement, là, c'est directement, on comprend, on voit, on touche presque du doigt. Alors là, on est dans le domaine médical pour l'imagerie. Est-ce que c'est uniquement à destination des humains ou est-ce que, il y a une ouverture, parce que tu as aussi des chirurgiens dans le monde animal? Oui, alors ça, on a essayé des trucs. On a fait des images avec Maison Alfort, effectivement, à un moment donné. En fait, un scanner ou une IRM pour un animal, c'est la même technologie que pour les humains, hein, et les images et les formats de fichiers d'images sont globalement la même chose, hein. Donc, effectivement, ça marche. Donc, vous pouvez regarder aussi les images, les scanners de votre chien, de votre chat, si le vétérinaire il a besoin de préparer aussi une opération ou de montrer alors comment on dit, pas au patient, Maître? au maître du patient. C'est ouais, c'est possible aussi. D'accord. Alors, donc, Xavier aux États-Unis, toi en France, est-ce qu'il y a une volonté d'extension vers d'autres pays? C'est quoi le... Alors, on commence, voilà, on met les pierriques de la maison petit à petit, hein. Donc, la technologie a été inventée en France. Donc, on a du coup une maison mère en France qu'on a créée en 2020. Xavier était basé aux États-Unis depuis le début, mais on a créé officiellement la filiale, la Inc. L'année dernière, quand on a eu en fait le premier deal aux États-Unis. On a aujourd'hui comme priorité le marché américain. Euh, bon, c'est un petit peu triste à dire. On peut en parler assez longuement, mais c'est la réalité de la plupart des medtech françaises. Oui. En fait, la difficulté de la réglementation sur les dispositifs médicaux en Europe fait que on est de plus en plus à choisir d'avoir la certification de la FDA avant la certification pour commercialiser en Europe. Et puis après, on est sur une médecine qui fonctionne pas du tout de la même manière aux États-Unis, où finalement le retour sur investissement d'un achat par un hôpital peut être très facilement pris en compte s'il crée de la valeur économique pour l'hôpital, parce que on est finalement dans un business, alors que dans des systèmes plus publics, comme on en a plus en Europe, là on a des niveaux de complexité plus grands parce qu'on est basé sur des remboursements étatiques, des autres tiers qu'il faut convaincre et on a globalement des structures qui ont, faut le dire, moins d'argent pour acheter des technologies. Donc, on a démarré sur les US. Si franchement on fait la preuve de marché sur les US, après on est en train là de faire le marquage en Europe pour tout de même essayer de positionner la techno chez les hôpitaux avec qui on travaille déjà, qui peuvent y croire, etc. Mais on croit quand même moins au volume d'opportunités. Si on a déjà fait ces deux géographies, on sera déjà quand même pas mal pour être finalement racheté. Parce que ça, c'est un petit peu le destin des sociétés de medtech, biotech. On est sur des marchés où la partie réglementaire fait que, en général, c'est pas une start-up qui va faire toutes les géographies de la planète. Et du coup, on se retrouve finalement, si on a créé la valeur patient, médecin, économique, à devenir attractif quand on a entre 5 et 10 ans d'existence pour être racheté par des sociétés qui, après, eux, prennent en charge l'extension mondiale. Et comme nous, on est finalement assez complémentaires de technologie, enfin, ce que j'expliquais avec les deals B2B, on pourrait s'insérer assez facilement dans des portefeuilles d'autres sociétés. Donc, le destin d'Avatar Médical, c'est plus d'être
acquis par une société de matériel médical et chirurgical entre ses 5 et 10 ans d'existence, plutôt que de se développer pour arriver à des milliers de salariés mondes et des implantations géographiques diverses et variées. Alors, on va se cantonner du coup à l'année 2024. Le gros objectif et la grosse nouveauté chez Avatar Médical, donc, j'allais dire, conquérir le marché des États-Unis. Est-ce que Ah c'est oui, ça? c'est ça l'objectif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, on a eu le marquage de la FDA l'année dernière, donc qui nous a donné l'autorisation de commercialiser. Donc ça, c'est un peu, voilà, c'est préalable. Et là, maintenant, on doit transformer l'essai, quoi. Donc, on doit pouvoir montrer qu'on est capable de vendre cette technologie à des hôpitaux américains. On va avoir des indicateurs hyper importants pour nos investisseurs là-dessus à remplir cette année. C'est vraiment ça le gros défi et on vient de monter l'équipe pour le faire aux États-Unis. Alors, pour accompagner ça, il va falloir aussi qu'on continue d'adapter le produit et qu'on délivre des bons produits qui se vendent bien. Donc, il n'y a pas non plus que la partie sales, hein, la partie après, produit, techno, intégration, faire que finalement les gens dans l'hôpital aiment ce produit et l'utilisent va aussi être importante en parallèle de cette partie vraiment équipe de vente US pure et dure. Alors, tu parles effectivement du produit et de la vente, mais j'imagine qu'il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement la concrétisation de la vente, puis la formation du personnel médical, puis le suivi avec peut-être des équipes de maintenance. Comment est-ce que ça se passe concrètement, qu'on comprenne bien la proposition? Mais ça se passe exactement comme tu viens de le dire. On ne réinvente pas forcément la roue. Donc, effectivement, on a typiquement sur de la vente médicale, on a en général un binôme d'un vendeur et d'un spécialiste clinique. Et après, on a des personnes qui s'occupent plus du support, on va dire support technique, support IT. Donc finalement, chaque client a en face trois personnes référentes, le vendeur, le spécialiste clinique, la personne qui fait plus le support IT. Et effectivement, quand un client acquiert la technologie, on fait en général une installation avec un kick-off meeting où on amène tous les acteurs et on forme les utilisateurs principaux qui vont être un peu les évangélistes de la technologie l'établissement. Et puis après, on a un support et évidemment, comme on est sur une technologie très innovante, on a un support qui est un support de prêt. Parce qu'il faut absolument éviter l'effet, le truc reste sous une bâche parce que les gens connaissent pas, n'osent pas. Donc clairement, dans le médical, faut accompagner, faut aider, faut faire en sorte que ça crée le moins de friction possible pour intégrer la technologie dans le workflow parce que sinon les gens ne changent pas. Donc on est là pour accompagner ces changements de manière de faire pour trouver les bons moments d'utiliser la technologie dans le workflow, mais c'est des trucs aussi, aussi bêtes que de où est-ce qu'on met la station, quoi, hein, physiquement. Il faut que ce soit, et ça peut être, on peut la mettre à un endroit en premier, puis réaliser qu'en fait, il n'y a personne qui passe dans ce bureau et on la met à un autre endroit. Donc du coup, c'est très pragmatique. Et, euh, et du coup, voilà, on accompagne le client dans sa prise en main de la technologie et on suit ses usages parce qu'en fait, ce faisant, on apprend aussi sur l'impact clinique de la technologie. Qu'est-ce que le chirurgien voit mieux avec la technologie que avec juste ses outils classiques de radiologie qu'il avait avant sur son écran? Qu'est-ce qu'il comprend mieux? Quel impact ça peut avoir sur le patient? Alors, si tu avais une demande à faire à cette antenne, alors je précise que donc en France, ça s'appelle Nous Entrepreneurs, à l'international et en particulier sur le monde, j'allais dire anglo-saxon, hein, parce que ce soit l'Australie, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, c'est Business Spotlight. Donc, on peut lancer des appels. Si tu avais un appel à lancer à nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait, Elodie? Alors, moi, en fait, je suis directrice opérationnelle hein, dans la boîte, donc je suis un peu les mains dans le cambouis. Donc là, mon appel, c'est que je cherche un head of product. Donc, du coup,
On est en train de chercher à recruter ce profil-là, donc plutôt un profil imagerie médicale. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a cette compétence métier et puis qui pourrait s'intégrer dans une start-up en ayant du coup potentiellement vraiment un rôle à impact, et ben, au plaisir pour me l'envoyer, puisque on est en train de chercher à staffer ce poste-là au premier trimestre. Au premier trimestre, très bien. Et on mettra bien entendu dans le descriptif de la vidéo tous les renseignements, tous les liens pour pouvoir te retrouver Avatar Médical. Une dernière question, Elodie. On va imaginer, et là je reparle à la jeune entrepreneuse, on va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps et nous ressortons de la machine à remonter le temps et tu te découvres adolescente. Et là, as-tu un conseil que tu aurais envie de donner à l'Élodie adolescente qui, probablement, comme beaucoup d'adolescents, a tous les possibles ouverts devant elle et s'interroge? C'est une bonne question. Il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ce que dans ce que j'ai fait ou que j'aurais fait vraiment différemment. Euh, je pense que euh, les peut-être j'aurais eu besoin de me rassurer parce que en fait c'est un peu ça sur lequel j'ai grandi derrière. J'aurais peut-être eu besoin d'être rassurée avant que quelque part le plus important c'est de savoir se réinventer, s'adapter et que quelque part c'est pas grave si on fait pas le choix parfait tout de suite et que tant qu'on sait rebondir c'est ok quoi. Et ça c'est vrai je pense aussi. Aussi peut-être trop parce que cette culture un peu trop française, pas assez anglo-saxonne, la peur de l'échec, ça voilà, j'aurais voulu me déculpabiliser par rapport à ça plus vite, puisqu'au final c'est ça, enfin on peut ne pas avoir fait la bonne décision tout de suite et puis finalement un poste plus loin on se retrouve à faire quelque chose d'intéressant. Finalement si on est fidèle à ses valeurs, si on travaille, si on se place toujours dans une position d'apprendre des choses on va toujours quelque part. Donc, il n'y a pas non plus tellement d'enjeux sur ces décisions-là. Donc, apprendre à se connaître, se faire confiance, tenter des choses de façon à pouvoir savoir ce qui nous convient et continuer à apprendre sur soi. Et puis, on ne sait jamais effectivement si un choix qu'on a fait n'amènera pas à un autre choix encore plus intéressant. Et donc, éviter de se focaliser sur un échec, on en apprend et ça permet d'ouvrir d'autres portes. Est-ce que c'est cela? Ah, c'est beaucoup mieux formulé que ce que je l'ai Oh fait, non! mais oui, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Elodie. Merci de ton temps, de ton sourire, de nous avoir fait découvrir Avatar Médical, une superbe start-up à impact. J'adore ça. C'est les sociétés à impact, j'ai vraiment un coup de cœur pour. Donc, Moi, je merci. pourrais pas faire une société qui n'est pas à impact parce que pour moi, justement, je fais une société pour avoir de l'impact sur ce monde. Donc, ça va avec. Merci pour cette interview. C'était un super moment. Je t'en prie. Je te souhaite une excellente journée, chers amis auditeurs. Nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Au revoir. Au revoir.